Alors, aujourd'hui, donc on se voit pour cette web actu de novembre. Donc, ça y est, on arrive sur la fin de l'année. Il restera la dernière de décembre et puis après, on attaquera cette nouvelle année 2026. Alors, pour faire un petit peu de contexte sur l'actualité, je pense que vous avez tous en tête qu'en ce moment, il y a la loi, le projet de loi de financement de sécurité sociale qui est en cours de débat, donc il risque d'y avoir encore des modifications dans les prochaines semaines. On verra si on aura tous les éléments lors de la prochaine web actu de décembre, et puis sinon, bah, je vous donnerai tous les éléments que j'aurai à ce moment-là, et puis si on n'a pas tout, et ben, on en reparlera en janvier. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, maintenant vous le savez, on commence toujours par notre petit quiz du mois. À votre avis, l'employeur ne peut pas refuser l'octroi de titres restaurant aux salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail. Alors, je vois dans le chat, il y a pas mal de personnes qui me mettent vrai, quelques faux. Ça tend majoritairement sur le vrai. Alors, c'est vrai, on ne peut pas refuser d'octroyer des tickets restaurants aux salariés au seul motif qu'ils sont en télétravail. Donc on le verra, il y a eu de la jurisprudence, très récemment sur le sujet, donc je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais bon déjà les tickets restaurants, ça s'applique principalement aux salariés qui sont sédentaires, hein. Pour, les ouvriers, qui sont amenés à faire du déplacement, on applique, en tout cas, dans le transport, on applique, le remboursement de frais avec les barèmes de l'URSSAF. Mais pour les salariés qui sont, sédentaires, ils ont la possibilité, enfin, vous avez la possibilité en tant qu'employeur de leur fournir des, tickets restaurants. Au moment du covid et du coup du confinement et les salariés sont partis, télétravailler chez eux, s'est posé la question de: «Est-ce qu'ils bénéficient de, tickets restaurants?» Donc le débat a vite été quand même assez, tranché en disant que oui, ils travaillent donc au même titre que les autres, donc ils peuvent en bénéficier. Là, on a eu très récemment, un arrêt de la Cour de cassation sur le sujet, donc là, aujourd'hui, on n'a plus de débat, sur ce point-là. En cas d'inaptitude, l'employeur doit s'assurer que le poste proposé au salarié pour son reclassement est compatible avec les recommandations du médecin du travail. Alors c'est unanime, tout le monde m'a dit vrai. Donc oui, tout à fait, c'est vrai. Si vous avez un salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail avec une possibilité de reclassement, ça veut dire que le médecin n'a pas coché l'une des 2 mentions qui dispenseraient l'employeur de chercher à reclasser le salarié. Si, il y a la possibilité de reclasser le salarié, l'employeur doit s'assurer que le poste qu'il va proposer est compatible avec l'état de santé du salarié. Il doit donc, interroger le médecin du travail sur le poste qu'il envisage de proposer. La limite de 3 mandats successifs pour les CSE plus de 50 salariés est supprimée. Alors j'ai majoritairement du vrai. C'est vrai,
Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a la loi, sur l'embauche des seniors qui a été publiée au Journal officiel le 25 octobre et donc qui est entrée en application le 26 octobre. Alors certaines autres dispositions entrent en vigueur au 1er janvier, mais l la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 26 octobre, notamment le fait que maintenant, il n'y a plus de limite, pour les CSE plus de 50, alors les CSE moins de 50, il y avait pas ce plafond-là, mais pour les CSE plus de 50, il y avait une limite de 3 mandats successifs maximum. Cette limite a été supprimée avec la loi la loi de senior, qui a été publiée le 25 octobre. À compter du 1er janvier 2026, les entretiens professionnels deviennent les entretiens de parcours professionnel. Alors, j'ai du vrai, j'ai du non. Et j'ai quelqu'un qui m'a mis à compter du 26 octobre. Donc oui, en effet, ce n'est pas à partir du 1er janvier. Donc il y a bien un changement, hein. Les entretiens professionnels deviennent les entretiens de parcours professionnel, mais c'est pas à partir du 1er janvier 2026, c'est à partir du 26 octobre. Donc à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi senior, le 26 octobre. Donc on en reparlera plus en détail tout à l'heure. On va faire un point sur cette loi et sur les modifications que ça va engendrer. Désormais, toutes les entreprises ont l'obligation de négocier sur l'embauche des seniors. Alors je pense que tout le monde a répondu faux. Donc c'est faux. Toutes les entreprises n'ont pas l'obligation de négocier sur l'embauche des seniors. En fait, maintenant, il y a une nouvelle obligation de négociation pour les entreprises de plus de 300 salariés. Les entreprises de plus de 300 salariés, maintenant, en plus des négociations annuelles obligatoires qu'il y avait déjà lorsqu'il y a un délégué syndical, donc il y en avait 3, enfin, il y en a 2 qui sont pour les entreprises moins de 50, moins de 300 avec un délégué syndical et pour les entreprises plus de 300 salariés, il y a 3 négociations annuelles obligatoires. Maintenant, il y en a une 4e qui porte du coup sur l'obligation d'embauche des seniors. Donc on va en reparler dans le détail, tout à l'heure et également, j'ai vu que quelqu'un a marqué convention. Donc oui, la négociation, elle doit être faite au niveau de la convention collective. Maintenant, les branches ont l'obligation de négocier sur l'embauche, des seniors. À partir du coup du 26 octobre, il y a cette obligation-là. Donc, en termes de délai, alors c'est pas tous les ans la négociation, hein, ça sera tous les 3 ans, voire tous les 4 ans dans certaines situations. Mais voilà, faut avoir en tête que prochainement, potentiellement, dans les conventions collectives, il va y avoir des modifications qui devraient arriver dans les prochaines années, au moins, enfin, quand? Bon, je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas, mais dans les prochaines années, il devrait y avoir des évolutions au niveau de la branche pour la prise en compte de l'embauche des salariés expérimentés, donc les salariés qui ont entre 60 et 64 ans. Un entretien doit être organisé avec mes salariés de 45 ans. Alors, j'ai les deux, j'ai du vrai, j'ai du faux. Alors, c'est vrai,
avec du coup cette nouvelle loi, maintenant il y a l'obligation d'organiser un entretien avec les salariés, de 45 ans. Alors on reverra les conditions tout à l'heure, hein, mais c'est notamment ça fait, le parallèle avec l'entretien, le rendez-vous médical de mi-carrière. Il y a quelqu'un qui l'a mis dans le chat, hein, il y a une visite périodique, une visite médicale de mi-carrière. L'objectif d'organiser cet entretien entre l'employeur et le salarié, c'est justement de faire un point sur les aptitudes médicales du salarié suite à la visite médicale qu'il a eue à 45 ans. Ça permettra d'aménager éventuellement son poste, de prendre en compte les restrictions médicales, de faire, d'adapter le poste en fonction de manière à pouvoir garder le plus longtemps possible le salarié dans l'entreprise. Alors, je vois qu'il y a une question sur quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui, ça concerne toutes les entreprises. Il n'est plus nécessaire d'organiser systématiquement un entretien suite au retour du salarié d'une longue absence. Alors, j'ai majoritairement du faux. Au risque de vous surprendre, c'est vrai, mais seulement si un entretien a eu lieu au cours des 12 derniers mois qui précèdent le retour du salarié. Donc, imaginons, notamment pour un congé maternité, j'ai un salarié, ma salariée, elle a eu son entretien annuel en janvier, elle part en congé maternité de mai à octobre. Elle revient du coup en octobre. Elle a eu un entretien au cours des 12 derniers mois, elle l'a eu en janvier, donc il n'y aura pas l'obligation d'organiser un nouvel entretien avec cette salariée. C'est seulement dans le cas où on a eu un entretien dans les 12 mois qui précèdent le retour du salarié. Si le préavis de licenciement prévu par la convention est de 2 mois, mais que le contrat prévoit un préavis de licenciement de 3 mois, le préavis de 2 mois s'applique malgré tout. C'est mitigé sur cette partie-là. Si le préavis de licenciement prévu par la convention est de 2 mois, mais que le contrat de travail, lui, prévoit un préavis de 3 mois, ça sera le préavis prévu dans le contrat qui va s'appliquer. Puisque le préavis, on est sur un licenciement, donc un préavis plus long et plus favorable. Donc, on applique ce qui est prévu dans le contrat de travail. Donc soyez vigilants dans ce que vous écrivez dans vos contrats. Il peut arriver que des fois on se trompe, on mette un préavis, on pensait que c'était celui-ci qui s'appliquait et en fait non, c'en était un autre. Potentiellement, il est plus avantageux pour le salarié puisqu'il est plus long, donc on appliquera ce préavis-là. Un rappel à l'ordre peut être requalifié en avertissement par un juge. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. En fonction de comment va être rédigé votre rappel à l'ordre, il peut être qualifié comme étant un avertissement. Un juge pourra estimer qu'il s'agit d'un avertissement et non seulement d'un rappel à l'ordre. Donc il faut être particulièrement vigilant lorsque vous rédigez un rappel à l'ordre. Alors on le verra tout à l'heure, hein,
qu'est-ce qui avait été mentionné dans ce courrier? Pourquoi est-ce que du coup ça a été considéré comme un avertissement et non seulement comme un rappel à l'ordre? Mais voilà, la rédaction est vraiment très importante sur ce point-là. Et enfin, dernière question, un entretien de fin de carrière doit désormais être organisé entre 58 et 60 ans. Bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses sur cette question, vous n'êtes pas très inspiré. Mais oui, c'est vrai, ça c'est pareil, ça fait partie de la loi senior donc qui a été publiée le 25 octobre. Il y a un entretien de fin de carrière qui maintenant est obligatoire. Alors, pour faire le point sur l'actualité législative et réglementaire de ce dernier mois. Alors, en bref, quelques petites informations. Donc, pour information, l'INRS a mis à disposition une auto-formation, donc qui est une auto-formation en ligne concernant la prévention. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de faire un point sur les notions essentielles de la prévention des risques. Ça va s'adresser à toutes les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur la prévention, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place dans l'entreprise. Donc notamment si vous êtes en train, par exemple, de mettre à jour votre document unique, ça peut être intéressant de suivre cette petite formation. Ça va aborder tout ce qui est les concepts fondamentaux, donc qu'est-ce que le danger, le risque, les situations dangereuses dans quelles à quoi est-ce que ça correspond, le rôle des différents acteurs, que ce soit les acteurs externes ou internes à l'entreprise. Euh, Quel est l'enjeu de mettre en place de la prévention dans l'entreprise? Quel va être l'objectif? Voilà, donc vous avez le lien pour pouvoir le consulter. Si ça peut vous intéresser, au moins ça vous permet de faire une auto-formation sur ce point-là. Autre information, le plafond annuel de sécurité sociale, enfin le plafond de sécurité sociale, va évoluer au 1er janvier 2026. Alors pour l'instant, les valeurs qui ont été annoncées, c'est les valeurs, c'est le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui a annoncé les nouvelles valeurs de 2026. On attend un arrêté avant que ça soit définitivement applicable. Alors pour l'instant, il n'est pas encore paru, mais enfin, il arrivera sûrement le 30 décembre. Mais voilà, ça sera les nouvelles valeurs à partir du 1er janvier 2026. À partir du 1er janvier 2026, il y a aussi la gratification des stagiaires qui va augmenter. Elle va passer à 4,50 € de l'heure. Autre information, donc sur le projet de loi de financement de sécurité sociale, je pense que vous l'avez un petit peu entendu, vous avez entendu en tout cas que c'est en cours, que c'est en train d'être adopté par l'Assemblée nationale. Donc quelques infos sur les projets en cours. Pour l'instant, on n'a pas encore la loi définitive, hein, donc ça reste encore un projet. Je pense que vous l'aviez en tête, mais euh, il y avait une contribution patronale de 8% qui était envisagée pour tout ce qui était les œuvres sociales, donc la participation au chèque, au ticket restaurant, au chèque vacances. Ça, sur la dernière version, ça a été supprimé. Donc, on attend bien évidemment d'avoir le texte définitif, mais en tout cas sur cette dernière version, ce n'est plus d'actualité. Ce qui a été envisagé, enfin ce qui est envisagé aussi, ce qui est dans les tuyaux, c'est la mise en place de la création d'un congé de naissance qui serait à partir des naissances du 1er juillet 2026. Ça serait un congé supplémentaire créé au terme du congé maternité ou congé paternité qui serait ouvert aux deux parents l- avec une durée maximum de 2 mois, donc il y a la possibilité de prendre 1 mois ou 2 mois. Ça pourrait être pris simultanément ou en alternance par chacun des parents, de manière avec une meilleure indemnisation.
Je crois de mémoire les dernières informations, c'était, 70 du salaire, le premier mois et 60 le 2e mois. Donc voilà, on attend plus de précisions sur ce point-là. Autre information, au niveau des ruptures conventionnelles. Vous savez qu'actuellement, il y a une contribution patronale lorsque vous effectuez une rupture conventionnelle, vous versez une indemnité de rupture conventionnelle à votre salarié et cette indemnité, elle est soumise à une contribution patronale qui, à ce jour, est de 30. À partir du 1er janvier 2026, donc les ruptures qui seraient prononcées à partir du 1er janvier 2026, cette contribution ne serait plus de 30 mais de 40. Donc voilà, à partir du 1er janvier 2026, il faut avoir en tête que, potentiellement, alors c'est toujours qu'un projet, mais c'est dans les tuyaux, donc potentiellement ça coûtera plus cher. Donc si vous envisagiez des ruptures conventionnelles avant la fin de l'année, essayez de faire en sorte que la rupture de contrat intervienne avant le 31 décembre, de manière à ce que ça vous coûte 30 et pas 40. Même si 30 est déjà une sacrée somme, mais 40 le sera encore davantage. Donc voilà, je rentre pas plus dans le détail, hein, sur le projet de loi de financement de sécurité sociale parce que, comme son nom l'indique, ce n'est qu'un projet. Il y a encore, des débats, il y a des amendements, des choses qui changent. Donc si, je rentre trop dans le détail au mois de décembre, je vais peut-être vous dire tout son contraire. Donc voilà, on en reparlera davantage quand, on aura le texte définitif. Autre nouveauté, depuis le 1er novembre 2025, au niveau des contrats d'apprentissage, le montant de l'aide unique ainsi que le montant de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis sont proratisés. Alors ça concerne les contrats qui sont d'une durée inférieure à 1 an et en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage. Donc en fait, cette modification, elle s'applique aux contrats qui viennent d'être signés, mais également aux contrats en cours. En fait, on va avoir une proratisation du montant de l'aide, hem, dans ces 2 cas. Donc c'est-à-dire que, en fait, vous allez avoir votre salarié, s'il est rentré, alors pour ceux qui sont rentrés au mois de septembre, ça va pas s'appliquer, mais par exemple, votre salarié qui rentre le 15 novembre, vous allez pas percevoir le montant de l'aide pour le mois entier. Ça va être proratisé et vous allez le percevoir que pour la période du 15 au 30 novembre. Pareil, si, votre contrat, donc si vous avez un contrat qui a commencé le 1er septembre, mais qui va se terminer, le 31 juillet, par exemple, ou le 28 juillet, vous percevrez cette aide pour la période du 1er au 28 juillet. Mais vous ne percevrez pas pour l'intégralité du mois de juillet. J'ai dit à la vidéo. Pensez bien à couper le son. Au niveau du référent harcèlement, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais vous devez mettre en place vous devez désigner un référent harcèlement dans les entreprises de plus de 250 salariés. Donc ça, c'est l'employeur qui met en place un référent harcèlement dans les entreprises de plus de 250 salariés. Il y a aussi l'obligation pour le CSE de désigner un référent harcèlement parmi ses membres. Le référent harcèlement, il n'y a pas de texte qui vienne définir quel est son rôle exactement. Donc, on a juste l'information qu'un référent harcèlement au niveau du CSE doit être désigné et un référent harcèlement au niveau de l'entreprise, dans les entreprises de plus de 250 salariés, doit être désigné. C'est toutes les informations qu'on a et on a l'information que ce référent harcèlement doit être formé. Là, récemment, l'ANACT est venu mettre à disposition un kit gratuit qui, à destination justement des référents harcèlement, qui vise à prévenir les violences sexistes et sexuelles en milieu professionnel.
Donc, l'objectif de ce kit, ça va être de mettre à disposition du référent des outils méthodologiques, des modèles de documents, des retours d'expérience aussi pour voir si potentiellement j'ai une situation dans mon entreprise, est-ce que j'ai eu des expériences similaires dans d'autres entreprises. Ça va permettre en fait de vraiment définir la mission du référent, d'évaluer les risques et apprendre à les reconnaître, de définir un plan de prévention, de sensibiliser vos équipes sur justement sur le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ce kit. Donc je vous ai mis le lien, vous pouvez aller cliquer dessus et aller le consulter directement. Alors, la loi sur l'emploi des seniors. Donc, c'est on va essayer de la décortiquer un petit peu ensemble aujourd'hui. Euh, L'objectif, c'est de dégrossir. Si derrière, vous avez des questions spécifiques qui concernent la mise en place dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous appeler. Comme ça, au moins, on fait le point directement sur votre situation à vous. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de dégrossir un peu pour vous expliquer ce que c'est et quels sont les changements que ça va apporter dans votre société. Donc, la loi du 24 octobre qui vise à transposer les accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relative à l'évolution du dialogue social est parue au journal officiel le 25 octobre 2025. Donc, depuis le 26 octobre 2025, plusieurs dispositions sont déjà applicables. Notamment, on a une obligation de négociation qui a été créée. Donc, on a une obligation de négociation au moins tous les 3 ans donc pour les branches ainsi que pour les entreprises de plus de 300 salariés, enfin d'au moins 300 salariés. Donc, au niveau de la branche, là, maintenant, la branche va devoir négocier comme elle négocie déjà sur les salaires. Voilà, c'est un onglet supplémentaire, comment dire, un thème supplémentaire sur lequel elle doit négocier. Pareil pour les entreprises d'au moins 300 salariés. C'est un nouveau thème en plus. Donc avant, il y avait la partie sur la négociation de l'emploi des seniors, c'était un petit peu dans la partie GPEC. Là maintenant, c'est une négociation à part entière. Donc il y a cette négociation tous les 3 ans ou qui peut être tous les 4 ans si on a négocié un accord de méthode, c'est-à-dire un accord qui vient organiser le calendrier des négociations. En l'absence de négociation, donc il y a des dispositions donc, dans les entreprises de moins de 300 salariés. Il y a quand même la possibilité de négocier, même si on n'a pas une obligation, ce n'est pas un thème obligatoire, il y a quand même la possibilité d'entamer des négociations dans les entreprises de moins de 300 salariés. Et en l'absence de négociation, il y aura la possibilité d'appliquer un plan d'action. Donc, les branches risquent de mettre en place des plans d'action sur ce point-là avec des nouvelles obligations que les entreprises devront appliquer. Les principaux thèmes de négociation, ça va être sur le recrutement des salariés expérimentés. Donc, salariés expérimentés, c'est salariés qui a entre 60 et 64 ans. La négociation va porter aussi sur le maintien dans l'emploi de ces salariés-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour raménager la fin de carrière de ces salariés, les mesures d'accompagnement qu'on peut mettre en place, éventuellement la mise en place de retraite progressive, de temps partiel. Voilà, la négociation, elle portera aussi sur la transmission du savoir et des compétences des salariés expérimentés. Donc ça, c'est les thèmes qui doivent obligatoirement être abordés lors de la négociation. Ensuite, on a des thèmes facultatifs. Donc, on a des sujets qu'on peut négocier en plus sur le développement des compétences, l'impact des transformations technologiques et environnementales sur les métiers de nos salariés. Donc, voilà, il y a des thèmes supplémentaires qui peuvent être abordés. Pour information, les députés ont adopté un amendement au projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2026 qui va viser à sortir l'absence de négociation ou de plan d'action pour les entreprises d'au moins 300 salariés à une sanction qui prendrait la forme d'un malus sur les cotisations vieillesse. En fait, ils se sont rendus compte que dans la loi qui vient juste de sortir, il manquait un peu un aspect pour
si la négociation n'est pas réalisée. Donc, ils viennent le préciser dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2026. Les informations qui seront nécessaires pour organiser cette négociation vont être déterminées par voie réglementaire. Donc, on attend encore des précisions sur ce point-là. Mais du coup, sur la négociation, bien avoir en tête que elle va concerner les branches, donc ça pourra avoir un impact directement sur toutes les entreprises, mais la négociation en elle-même, elle n'est obligatoire que pour les entreprises de plus de 300 salariés. Cette loi, elle vient modifier également les entretiens de manière générale. Donc, au niveau déjà elle vient créer un entretien de mi-carrière, donc à 45 ans. C'est un entretien professionnel qui doit être réalisé dans les 2 mois qui suivent la visite médicale de mi-carrière. Et c'est un entretien qui va se baser sur les préconisations du médecin du travail. En fait, l'objectif, ça va être vraiment d'adapter ou d'aménager les missions et le poste du salarié, de prévenir les situations d'usure professionnelle du salarié. En fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des choses pour aménager le poste du salarié de manière à ce qu'il s'épuise le moins possible au travail et que forcément on le garde le plus longtemps possible aussi et en état de travailler et avec toutes ses capacités physiques pour pouvoir continuer à travailler dans votre société. Éventuellement, les besoins en formation aussi. Quand quelqu'un qui est là depuis plusieurs années, eh ben, il n'est peut-être pas au fait des nouvelles évolutions qu'il y a pu y avoir. Donc voilà, quels sont les besoins en formation que votre salarié pourrait avoir? L'entretien de professionnels qui existait jusqu'à présent. Donc vous savez que c'est un entretien qui est un entretien qui a lieu tous les 2 ans. À partir du 26 octobre 2025, c'est un entretien qui est organisé dans l'année qui suit l'embauche du salarié, puis tous les 4 ans. Avant, on avait un bilan tous les 6 ans. Maintenant, ça sera un bilan tous les 8 ans. Donc là, ça, c'est d'application directe. Donc c'est à partir du 26 octobre 2025, pardon. Donc au 26 octobre 2025, il faut que vous regardiez vos salariés, dans quelle situation est-ce qu'ils se trouvent. Est-ce qu'ils sont dans la situation où ils viennent d'être embauchés, donc on est dans l'année qui suit l'embauche. On est encore dans l'année, ok, donc ça veut dire que cet entretien doit avoir lieu. Vous avez fait un entretien il y a 2 ans. Votre prochain entretien, vous n'avez pas besoin de le faire là. Potentiellement, vous aviez besoin de faire un entretien en décembre parce que votre dernier entretien datait de décembre 2023. Vous n'avez pas besoin de le faire en décembre 2023. Vous devrez le faire en 2023, en 2027. Ça fera 4 ans. Alors, je vois qu'il y a des questions sur ce sujet. Alors là, pour cette année, pour moi, vous faites pour ceux qui ont 45 ans. Faites ceux qui ont dépassé les 45 ans, la loi, elle n'est pas rétroactive. Donc, on n'applique pas ça à tous les salariés qui ont eu 45 ans il y a 3 ans, par exemple. Donc là, vous l'appliquez à vos salariés qui ont 45 ans. Et pensez bien à faire la visite médicale de mi-carrière également. Et elle est obligatoire depuis plus longtemps, hein. Si le collaborateur est embauché à 46 ans, doit-on s'assurer qu'il a bénéficié de cet entretien? Bon, il n'y a pas de précision dans la loi sur ce cas, donc pour moi, non. Est-ce que l'entreprise de prendre le rendez-vous? Ah, oui, c'est à l'entreprise de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail. Alors, je sais qu'il y a certaines médecines du travail qui prennent l'initiative. J'ai déjà un client qui m'a dit avoir envoyé son salarié en visite périodique sans se souvenir qu'il avait 45 ans et qu'il rentrait dans cette obligation-là et que la médecine du travail avait d'office fait l'entretien de mi-carrière. Donc voilà, je sais qu'il y a certains services qui le font d'office, mais c'est à vous de prendre l'initiative et de le faire.
Donc, sur l'entretien de parcours professionnel, du coup, qui remplace l'entretien professionnel, donc bon, le nom change, mais on a aussi, du coup, la périodicité qui va changer. Derrière, au niveau du contenu, ça va aussi changer puisqu'on est, on a un contenu un petit peu plus poussé. L'objectif, ça va être d'aborder les compétences du salarié, ses qualifications, ses besoins en formation, ses souhaits d'évolution. Alors, comme c'était déjà le cas avant, cet entretien-là, donc que ce soit l'entretien professionnel ou l'entretien de parcours professionnel, ça ne change pas. Il ne porte pas sur l'évaluation du salarié. Ça, on est sur, ça va être lors de l'entretien annuel si vous faites des entretiens annuels. Mais l'entretien de parcours professionnel, son objectif, c'est vraiment ba- de, 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 de de se baser sur les compétences du salarié et la partie vraiment technique, son parcours professionnel, son évolution dans l'entreprise, ses besoins en formation. C'est vraiment sur ce point-là que ça doit porter. Comme pour l'entretien professionnel, pardon, l'entretien de parcours professionnel doit donner lieu à un compte rendu. Vous devez établir un compte rendu. L'entretien de fin de carrière, donc lui, c'est pareil, il est créé, via cette, loi, donc à partir du 26 octobre 2025. Donc il faut bien le distinguer de l'entretien de fin de carrière, l'entretien post-exposition, donc l'entretien avec la médecine du travail. On est bien sur quelque chose de différent. L'entretien post-exposition, donc l'entretien de fin de carrière avec la médecine du travail, c'est seulement pour les salariés qui bénéficient d'un suivi médical renforcé. Cet entretien de fin de carrière, il est entre l'employeur et le salarié. Qu'à la différence de l'entretien de mi-carrière, on n'a pas de rendez-vous médical entre-temps. Sauf si on est un salarié, c'est un salarié qui a bénéficié d'un suivi médical renforcé. Mais cet entretien de fin de carrière, il doit se dérouler entre le 58e anniversaire et le 60e anniversaire du salarié. Et son objectif, ça va être d'aborder les conditions de maintien dans l'emploi du salarié, ainsi que les aménagements de poste, de manière à ce que il a 60 ans. Potentiellement, s'il part à la retraite à 64 ans, il lui reste 4 ans à faire. Bon, alors, avec la réforme des retraites qui va potentiellement être suspendue, ça va peut-être encore changer, mais voilà. L'objectif, c'est vraiment d'aménager la fin de carrière du salarié pour que sur le temps où il lui reste à travailler, on puisse mettre en place des choses de manière à l'accompagner. Voilà, je pense à partir d'un certain nombre d'années d'activité, on n'a plus la même envie, on n'a plus la même capacité, on n'est pas potentiellement dépassé par la technologie qui a été intégrée dans la société, par les évolutions qu'il y a pu y avoir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour raccompagner le salarié et faire en sorte que ces dernières années avant la retraite se passent du mieux possible et s'adaptent aussi à son état de santé. Alors, j'ai une question sur l'abondement du compte personnel formation en cas de manquement pour les obligations des entreprises de moins de 50 salariés. Alors ça, de mémoire, ça n'a pas changé sur l'abondement. Donc, alors, j'ai un petit doute quand même, mais de mémoire, il me semble que ça n'a pas changé et que ça concerne toujours les entreprises de plus de 50, du coup. S'il n'y a pas eu de modification sur ce point-là, mais j'ai quand même un petit doute, donc il faudra que je revérifie. Autre modification avec cette loi, là, cette fois-ci, c'est la création d'un contrat de valorisation de l'expérience. Donc, c'est une expérimentation qui est prévue pour 5 ans, donc qui va se terminer le 24 octobre 2030. Donc, c'est un contrat qui va permettre d'embaucher certains salariés qui remplissent des critères, donc c'est des conditions qui sont cumulables. Donc, ça permet d'embaucher un salarié en CDI qui est un salarié âgé d'au moins 60 ans, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenus par France Travail, qui ne peut pas bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein, et qui n'a pas été employé au sein de la société ou d'une entreprise appartenant au même groupe au cours des 6 mois précédents. Si vous souhaitez embaucher un salarié qui remplit ces 4 critères, vous pouvez envisager d'avoir recours au contrat de valorisation de l'expérience.
Ce contrat, en fait, l'objectif de ce contrat, c'est que au moment de l'embauche, le salarié va vous remettre un document qui va être transmis par sa caisse d'assurance vieillesse, qui va mentionner la date prévisionnelle à laquelle il remplira les conditions pour bénéficier de la retraite à taux plein. Suite à ça, l'employeur pourra mettre à la retraite le salarié qui a conclu ce type de contrat dès qu'il aura atteint l'âge légal de départ à la retraite et qui justifiera d'une durée d'assurance qui permet de bénéficier du taux plein. Donc voilà, c'est le principal intérêt d'avoir recours à ce contrat-là. L'objectif, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on sait que passé un certain âge, il est compliqué pour certains demandeurs d'emploi qui sont du coup des demandeurs d'emploi seniors de retrouver un emploi. Donc l'objectif, ça a été vraiment de créer ce contrat-là de manière à ce que les entreprises soient moins frileuses à embaucher une personne qui est âgée, qui est plus âgée que les autres et qui du coup rencontre des difficultés à trouver un emploi. Et donc, lorsque les conditions seront réunies, l'employeur pourra avoir recours à ce contrat-là. Jusqu'au 31 décembre 2028, l'indemnité qui est versée par l'employeur, donc l'indemnité de mise à la retraite, sera exonérée de contributions patronales spécifiques de 30. Donc là, l'intérêt de ce contrat-là, je vois qu'il y a une question sur la mise à la retraite, c'est de pouvoir procéder à une mise à la retraite qui est normalement possible que à 70 ans. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir embaucher ce salarié tout en sachant que potentiellement on pourra le mettre à la retraite plus facilement derrière. Autre modification, donc la retraite progressive. À partir du 1er septembre 2025, donc vous savez qu'on en avait déjà parlé lors d'une précédente webconf, que la retraite progressive était ouverte aux salariés qui avaient 60 ans, alors qu'avant c'était 62 ans. Donc avoir 60 ans, justifier d'avoir au moins 150 trimestres et exercer une activité salariée ou non à temps partiel. L'article 5 de la loi de 2000, du 24 octobre 2025 est venu apporter des précisions sur la retraite progressive, notamment sur les motifs de refus de l'employeur. Le refus de la retraite progressive par l'employeur n'est possible que s'il, donc déjà, l'employeur devra faire une réponse écrite au salarié dans les 2 mois à compter de la réception de la demande et il ne pourra refuser la retraite progressive que si il est en mesure de pouvoir démontrer quelles sont les conséquences de la réduction de la durée du travail, que ça aura un impact sur la continuité de l'activité de l'entreprise. Ce sera seulement dans ce cadre-là qu'il sera possible de refuser une retraite progressive à un salarié. Le temps partiel de fin de carrière, donc c'est quelque chose qui a été mis en place. Un accord d'entreprise ou un accord d'établissement ou à défaut un accord de branche va pouvoir prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ en retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière. En fait, vous allez avoir un salarié en fin de carrière qui vous demande de passer à temps partiel. Alors attention, il demande à passer à temps partiel. Il ne demande pas à bénéficier de la retraite progressive. S'il bénéficie de la retraite progressive, c'est un régime à part. Là, c'est simplement dans le cas où votre salarié demande à passer à temps partiel. Dans ce cas, si vous avez un accord d'entreprise ou éventuellement la convention collective qui le prévoit, il sera possible d'affecter une partie de son indemnité de départ en retraite pour qu'il continue à bénéficier d'un salaire à temps plein. Donc peut-être qu'il va travailler 80%, il bénéficiera d'un salaire de 100%, mais ça sera déduit sur son indemnité de départ en retraite. Et le jour où il partira en retraite, on regardera ce qui reste, on lui versera le reliquat. Le cumul emploi-retraite, donc là, on avait un point de doute jusqu'à présent sur ce point-là, notamment sur la mise à la retraite. Donc quand on avait un salarié qu'on embauchait qui était déjà retraité, on se posait la question de est-ce qu'on peut le mettre à la retraite alors qu'il est déjà retraité?
là maintenant, il y a plus de débat, la mise à la retraite est possible, y compris si le salarié a été embauché alors qu'il avait déjà atteint l'âge de départ à la retraite. Donc à partir du moment où, il remplit les critères, on peut procéder à une mise à la retraite. Autre modification, alors je rentre un peu moins dans le détail, mais il y a une période de reconversion donc, qui rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2026. C'est une période qui vise à obtenir une qualification, une certification pour le salarié. Elle pourra être mise en œuvre au sein de l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché ou éventuellement au sein d'une autre entreprise. Elle sera financée par l'OPCO et pourra faire l'objet d'un cofinancement par le CPF du salarié, le cas échéant. Mais là, on est en attente d'un décret sur l'application de cette partie-là. Sur le projet de transition professionnelle, donc à partir du 1er janvier 2026, il y aura l'obligation pour l'employeur de notifier aux salariés qui bénéficient du projet de transition professionnelle 3 mois avant la fin de sa formation de son droit à réintégrer son poste ou à défaut un poste équivalent. Autre information sur le bonus-malus de la contribution chômage. Donc vous savez que, depuis plusieurs années maintenant, il y a 7 secteurs d'activité dans les entreprises de plus de 11 salariés où le taux de cotisation chômage, de droit commun est modulé en fonction du nombre de ruptures que vous avez. À partir du 1er mars 2026, les licenciements pour inaptitude d'origine non professionnelle et les licenciements pour faute grave et faute lourde n'auront plus un impact négatif sur sur le taux de cotisation chômage. Et du coup, autre information, dernière information, sur cette loi-là. Donc sur le CSE, hein, comme je vous l'ai dit au début dans le quiz d'introduction, depuis le 26 octobre 2025, la limite de 3 mandats pour les élus du CSE ne s'applique plus. Voilà, on a fait le point sur l'actualité législative de ce dernier mois. Alors, il y a eu quand même un petit peu d'actualité jurisprudentielle, donc on va un petit peu aborder ce point-là. Sur le rappel à l'ordre, on l'a vu dans le quiz d'introduction, un juge peut considérer qu'un rappel à l'ordre est en fait un avertissement. À partir du moment où, donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand vous rédigez un courrier d'avertissement, de rappel à l'ordre, pardon. euh, il faut bien avoir en tête que toute sanction, enfin toute mesure non verbale peut constituer une sanction. Donc là où le juge va se poser la question, c'est comment est rédigé ce rappel à l'ordre pour déterminer s'il s'agit simplement d'un rappel à l'ordre ou s'il s'agit d'une sanction. Donc là, en l'occurrence, la Cour de cassation a estimé que l'employeur formulait dans la lettre des reproches précis, invitait le salarié à respecter les consignes rappelées sous peine d'un licenciement disciplinaire. Donc cette mesure en elle-même constituait une sanction disciplinaire. Le fait en fait que l'employeur formule des reproches précis et précise en même temps que si ça continue, on envisagera des sanctions plus graves pouvant aller jusqu'au licenciement. Dans cette situation-là, on est sur une sanction disciplinaire et non sur un simple rappel. Un rappel à l'ordre, il faut avoir en tête qu'on est vraiment sur un rappel de la consigne. Donc on ne doit pas dire que derrière le non-respect entraînera le licenciement. Il faut faire attention dans la manière dont on va le tourner. Pareil, si vous faites des reproches précis en disant tel jour vous avez fait telle chose, on a ça et ça et ça à vous reprocher, on ne sera pas forcément sur un rappel à l'ordre, on pourra être sur un avertissement. Donc dans cette situation, dans un premier temps, la salariée avait demandé l'annulation du rappel à l'ordre et demandé des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée. Au début, les juges du fond ont débouté la salariée de ces demandes, mais derrière, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt et a estimé qu'il s'agissait bien d'une sanction.
Sur les tickets restaurants, on a eu 2 arrêts le 8 octobre 2025 qui viennent nous préciser que l'employeur ne peut pas refuser l'octroi de titres restaurant aux salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail. Donc maintenant, il y a plus de débat. Que le salarié soit embauché, enfin qu'il travaille en physique ou en télétravail, il travaille de la même manière, donc il a le droit au ticket restaurant. Mais dans certaines situations, par exemple le deuxième arrêt, on est dans le cas où, heu, on ne doit pas faire de discrimination entre des salariés qui sont placés dans une même situation. Là, il s'agissait de salariés, heu, le la Cour de cassation a estimé qu'il était possible pour l'employeur d'exclure des salariés du bénéfice des titres restaurants, à la condition que tous ceux placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause aient la possibilité d'en bénéficier. Là, dans cette situation-là, de mémoire, les titres restaurants étaient attribués en fonction de l'éloignement géographique, des salariés. Donc en fait, que le salarié soit en télétravail ou qu'il soit, en présentiel, si le critère c'est, je verse des tickets restaurants à tous mes salariés qui habitent à plus de 10 kilomètres du siège, bah, qu'ils soient en télétravail ou qu'ils soient dans l'entreprise, le critère c'est habiter à 10 kilomètres du siège. Donc ça justifiera, la différence de traitement puisqu'on est sur une différence qui est, objective. Au niveau du licenciement pour inaptitude, on a une situation où un salarié avait refusé le poste proposé par l'employeur et il estimait que le poste proposé n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail. Donc, comme je vous l'ai dit en quiz d'introduction, lorsqu'un salarié est déclaré inapte, on doit chercher à le reclasser, si le médecin ne nous a pas dispensé de rechercher à reclasser le salarié. On doit chercher à le reclasser et on doit lui proposer des postes qui sont compatibles avec son état de santé. Là, dans cette situation-là, le salarié a refusé le poste proposé. Il contestait la compatibilité pardon, de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail. Dans cette situation-là, l'employeur avait malgré tout, prononcé le licenciement en estimant qu'il avait simplement besoin de proposer un poste, il avait rempli son obligation, donc derrière il procédait au licenciement. Là, dans cette situation, ça a été, reproché à l'employeur. En fait, il n'avait pas décrit le poste en lui-même au médecin du travail. Il avait simplement dit qu'il s'agissait d'un poste, de mémoire et je crois qu'il s'agissait d'un poste de vendeur, mais sans expliquer les critères. Et en fait, le poste de vendeur, quand on avait toutes les informations, il n'était pas compatible avec l'état de santé du salarié. Donc, si l'employeur avait satisfait à son obligation de présenter le poste au médecin, on peut penser que la solution aurait été différente puisque le médecin du travail se serait prononcé sur le poste en toute connaissance de cause. Donc voilà, quand vous avez des reclassements envisagés, déjà, n'oubliez pas d'informer le médecin du travail et d'expliquer le poste que vous envisagez aux salariés en rentrant dans les détails, en précisant qu'est-ce qu'il va faire, de manière à ce que le médecin du travail puisse vous donner une approbation qui soit en toute connaissance de cause. Dernier arrêt pour aujourd'hui. Là, c'est un arrêt du coup qui porte sur le préavis. Donc, on l'a vu hein, dans le quiz d'introduction. Euh, Dans cette situation-là, le contrat de travail stipulait que, le préavis de licenciement était de 3 mois, alors que la convention collective, elle, prévoyait un, préavis de licenciement de seulement 2 mois. Il a été décidé, du coup, la Cour de cassation a retenu que lorsqu'un contrat de travail prévoit une durée de préavis de licenciement plus longue que celle prévue par un accord collectif, c'est la durée du préavis contractuel qui s'applique car elle est plus favorable aux salariés. Donc, dans cette situation, on est sur, quelque chose de plus avantageux pour le salarié, heu, qui a été conclu d'un commun accord, puisque c'est conclu dans un contrat de travail. Donc l'employeur était d'accord, le salarié était d'accord. Donc on doit respecter le préavis qui est mentionné dans le contrat de travail. Hem
Je reprends juste, je viens de voir les questions rapidement. Je viens de voir quid de l'URSSAF si le salarié est en télétravail, ils sont quand même exos. Je pense que ça faisait référence au ticket restaurant, mais bien sûr, il n'y a pas, enfin, il y a pas de changement avec ce qui se passe actuellement par rapport au ticket restaurant. C'est déjà ce qu'on appliquait aujourd'hui. Et sur les contrats saisonniers, ne sont donc pas exclus, c'était dans le projet. Alors ça, par contre, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Donc ça, je peux pas vous apporter la réponse. Je ne sais pas sur quel sujet est-ce que ça portait. Sur le bonus-malus. Alors ça, non, du coup, c'est pas d'actualité. En tout cas, je l'ai pas vu dans la loi. Donc là, moi, ça portait principalement sur les modes de rupture. Donc, et enfin, ça portait sur le licenciement pour inaptitude d'origine non pro et licenciement faute grave. J'ai pas vu passer sur le contrat saisonnier. Je revérifierai au cas où s'il y a quelque chose dans ce sens. Donc, j'arrive au bout de cette présentation. Alors, comme d'habitude, hein, je vous envoie, enfin, vous allez avoir le support et notamment avec toutes les questions-réponses que vous avez formulées dans le chat. Vous aurez la partie questions-réponses à la fin du support. Comme ça, au moins, s'il y a des choses sur lesquelles je vous ai dit que j'allais revérifier, ben, ça me laissera le temps de revérifier et de vous apporter la réponse qui correspond. Pour information, il reste encore quelques petites formations avant la fin de l'année. Si vous êtes intéressé sur notamment le suivi médical de vos salariés et l'inaptitude, comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça permet d'avoir d'être formé sur ce sujet et puis sur la modification des conditions de travail ou du contrat de travail, qu'est-ce que ça engendre? Et puis, je vous rappelle que du coup, le replay de la Web Actu du mois d'octobre est disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez aller la consulter. En tout cas, moi, je vous remercie. J'espère que du coup, l'actualité est un peu moins, est un peu plus claire pour vous. Et puis, je vous dis au mois prochain. Donc, le 11 décembre, on se retrouvera à nouveau pour faire le point sur l'actualité. Merci à tous. Bonne fin de journée.